Bienvenue, Madame, Monsieur, bonjour. Voici le sommaire de ce journal. En prélude aux pluies diluviennes, une opération de déguerpissement lancée hier dans la commune de Yopougon. Les populations du quartier Fanny et de la cité Beignet ont été déguerpies. Leurs habitations étaient en effet bâties dans un bassin de rétention des eaux pluviales. Il faut mettre fin aux actes de violence perpétrés dans le milieu scolaire ivoirien. C'est le message du préfet d'Abidjan. Vincent Toby-Irié a échangé récemment avec les parents d'élèves et les enseignants. Enfin, des tensions au Soudan. Des manifestants réclament le départ du président Omar El-Béchir et appellent à des négociations avec l'armée. Quartier Fanny et cité Beignet dans la commune de Yopougon. Des populations ont été déguerpies hier par l'Office national de l'assainissement et du drainage. Par cette opération, l'ONAD veut éviter des situations dramatiques pendant la saison des pluies qui a d'ailleurs commencé en Côte d'Ivoire. À noter que les habitants du quartier Fanny et de la cité Beignet étaient installés dans un bassin de rétention des eaux de pluie. Les explications de Grace Kando. Cet engin marque le démarrage de cette opération de déguerpissement des populations du quartier Fanny, cité Beignet, dans la commune de Yopougon. Le site nous a été vendu par les chefs du village Agbanatier. C'est le vendredi qu'on a reçu la mise en demeure de partir sans délai. Donc nous, on a fait une réunion avec tous les villageois. Et puis aujourd'hui, on a envoyé une délégation au plateau pour aller rencontrer ceux qui nous envoyaient les papiers là. Pendant qu'ils sont là-bas, on apprend que les machines sont là. On n'a pas eu le temps d'avoir un autre aussi de recasement. On ne sait pas où il faut aller les enfants. On est avec les enfants ici. Ils vont à l'école. On est dans le quartier, ça va, mais s'ils ont cassé vraiment, on ne sait pas où il faut aller. On ne sait même pas où il faut mettre la tête. Selon l'Office national de l'assainissement et du drainage, ces populations sont installées dans une zone inondable du barrage écrêteur du Banco, une cuvette de rétention des eaux pluviales. Un barrage écrêteur, c'est un ouvrage qui est construit pour contrôler les débits de l'eau, pour éviter les dégâts en aval. Donc le barrage est construit à la lisière de la forêt du Banco et dans son fonctionnement normal, il est fait pour arrêter l'eau et créer une zone d'inondation en amont. Et ce quartier est situé dans la zone qui est censée être inondée dans le fonctionnement du barrage. Si la zone est inondée, c'est eux qui seront inondés, donc c'est en premier lieu pour les protéger. Des actions similaires seront menées dans d'autres communes du district d'Abidjan, selon l'Office national de l'assainissement et du drainage, pour éviter des dégâts en cette saison des pluies qui s'annonce. Alors, quels moyens pour prévenir le risque inondation ? Des acteurs de la cellule de crise, notamment des éléments de la police nationale et des sapeurs-pompiers militaires, ont participé hier à un atelier initié par l'Office national de la protection civile. Ils ont été instruits sur le bulletin risque inondation, document permettant d'apprécier les risques éventuels qui pourraient survenir à l'issue d'une pluie. Les explications de Salima Toudia. Atténuer les inondations, éviter les difficultés antérieures et surtout enregistrer 0 mort en saison pluvieuse grâce en partie aux données météorologiques. Voilà ce qui explique la formation des acteurs de la cellule de crise par la Société d'exploitation de développement aéroportier aéronautique Météo Sodexam en partenariat avec l'Office national de la protection civile ONPC. Tous ces acteurs ont besoin d'être sensibilisés sur les bulletins que nous allons leur apporter, afin qu'ils puissent avoir une bonne compréhension de ces bulletins-là pour une meilleure intervention sur le terrain. À partir des données de la Sodexam, nous essayons de sensibiliser la population sur ce qui va arriver, les précautions à prendre, par exemple les risques d'inondation. C'est surtout ça qu'il faut véhiculer auprès de la population pour que tout le monde soit au fait et qu'on ne se laisse pas surprendre. La police nationale, les mairies ou encore le groupement des sapeurs-pompiers, acteurs impliqués, ont été entretenus sur l'interprétation des bulletins risque inondation et alerte météo. C'est un vocabulaire assez lisible pour tout le monde, je pense. Il s'agit de couleurs, des informations très simples. Je pense que ce sera facile à distiller comme information. On a un canal par lequel on informe les populations, par le canal de notre radio locale.
Donc je pense que l'information va se faire au plus vite. Nous pensons que l'atelier vient à point nommé. La formation qu'on reçoit maintenant va nous permettre donc de mieux cerner donc, les termes de la météo avec l'ONPC, la police nationale et toutes les forces. Nous envisageons donc certaines mesures sécuritaires pour les populations. Comme l'année dernière, nous sommes intervenus pour aider les sinistrés, les populations. Des messages d'alerte risque inondation devront être envoyés aux populations situées dans les zones à risque. Le personnel féminin du ministère de l'Environnement et du Développement durable invité à s'impliquer davantage dans la protection du milieu naturel. Quelques 300 femmes de ce département ont échangé récemment avec leur ministre. Le professeur Joseph Sekaseka a souligné qu'il compte sur l'ingéniosité des femmes de son ministère à promouvoir les bonnes pratiques écologiques. On s'intéresse à présent au processus de réinsertion des ex-migrants en Côte d'Ivoire. Le pays a accueilli depuis 2017 plus de 3800 migrants. Et pour leur réintégration, un projet sous-régional a été initié et financé par l'Union européenne à hauteur de 1,3 milliard de francs CFA. Environ 500 ex-migrants ont déjà bénéficié de cette aide. Walter Amadou Ouattara. Yves est un ex-migrant. Avec son épouse, ils ont tenté d'immigrer en Europe en passant par la Tunisie. En leur possession, un budget de plus d'1 million de francs CFA. C'était toute l'économie du couple. Immigrer par la Libye et passer par la mer, la Méditerranée pour arriver en Europe. C'est ainsi que je me suis retrouvé en Tunisie. Et là-bas, j'ai pensé que la vie était facile, j'allais rapidement avoir un chemin pour booster pour l'Europe. Or, arrivé là-bas, le prix des passeurs qu'ils avaient fixé était élevé. Madame et moi, réunis, il fallait 6 000 €, soit l'équivalence de 12 000 dinars. Quand on arrivait et on a travaillé, on n'a pas pu avoir cette somme-là. Donc on a essayé de rebousser chemin. Et vu tout ce que aussi nous on voyait sur les réseaux sociaux avec tous ces morts en mer, ça nous a découragés quelque part. Yves, ancien vigile avec un revenu mensuel de 70 000 francs CFA, avant son départ, n'est pas un cas isolé. Madikan, titulaire d'un BTS en commerce, a tout abandonné pour l'aventure par la mer. Le bateau qui la transportait a fait naufrage. Madikan a eu plus de chance que sa meilleure amie, une commerçante. Elle a eu le bac. Après le bac, elle s'est lancée dans le domaine du commerce. Après, comment c'est le jeton qu'elle a eu, elle a pris pour partir à l'aventure et elle est restée là. Dès qu'elle est arrivée en Libye, 1 semaine, 2 semaines, j'ai été kidnappée. Les Asma et Bob qui ont attaqué la maison, ils ont pris tous les garçons, ils ont pris les filles. Or, on nous envoyait dans un coin où ils avaient dit si on ne paye pas l'argent, ils allaient nous tuer. Chacun a appelé ses parents pour payer une très grande somme pour être libérés. Désabusés, ces malheureux candidats à l'immigration ont rebroussé chemin. Pour la majorité, le retour a été facilité et assuré par l'État de Côte d'Ivoire. Yves et Madikan, 2 ex-migrants, font partie d'un groupe de 50 jeunes Ivoiriens qui ont été sélectionnés par l'OIM, Organisation internationale pour les migrations. Ils ont aujourd'hui une seconde chance d'insertion dans le tissu socio-économique. Ça se passe très bien. Quand je suis arrivée au pays, un jeudi, un mardi, on m'a appelé pour l'école des AU pour une formation. Ça a été tellement rapide, je n'ai même pas galéré. Nous sommes spécialisés en pépinière de cacao. Les pépinières, ça rapporte, que ce soit cacao, que ce soit banane, que ce soit palmier à huile. Des investissements de 6 millions. 6 millions. Après les dépenses et la vente, nous avons réalisé un bénéfice de 13 millions. Donc vous voyez la différence, la marge qu'il y a. Moi, franchement, je regrette parce que je suis partie avec une copine qui ne vit pas aujourd'hui. Donc je ne conseille pas du tout aux Africains de tenter l'aventure sur la mer. C'est très dangereux. Il y a de l'espoir pour nous parce qu'aujourd'hui, il y a des flemmes implantées en notre nom. Nous avons commencé à travailler pour telle sorte que demain, on puisse avoir un lendemain meilleur et exhorter aussi nos amis à être des ambassadeurs auprès de nos amis qui tentent cette aventure périleuse en mer, de dire que l'Eldorado, c'est chez toi et on est mieux que chez soi. Grâce à l'initiative Fonds
fiduciaire de l'Union européenne pour la protection et la réintégration des migrants en Côte d'Ivoire, piloté par l'OIM et le groupe École de ZIAE, ces 50 jeunes ex-migrants bénéficient de projets en entrepreneuriat dans le domaine du bâtiment, de la production agricole et animale. Après 6 mois de formation, ils exercent désormais un métier de leur choix à Zagué-Awa, dans la région de l'Aniébi-Tiassa. Je dis merci ici à l'État de Côte d'Ivoire, à l'Agence Emploi Jeunes. Et c'est là-bas que l'OIM nous a découvert. On avait en charge de former 50 migrants dans 2 secteurs d'activité, l'agriculture et le bâtiment. La suite, ils ont un métier. La suite, ils ont des kits, ils ont des fermes. Ce sont des entrepreneurs. Donc nous sommes l'école des entrepreneurs. On avait un défi à relever et 6 mois après, je pense qu'on a réussi à transformer leur mentalité. Le coût global du projet, c'est près de 70 millions. Chers jeunes, j'en ai vu beaucoup d'entre vous à la descente de l'avion à l'aéroport d'Abidjan. Et je dois dire, vous êtes transformés. Ceux que j'ai vus aujourd'hui sont des entrepreneurs motivés, optimistes, spécialistes, vraiment bravo. Donner envie à d'autres, qu'ils soient partis ou non, de s'investir, de se former et de se saper. En 2018, la Méditerranée a enregistré plus de 2260 morts, faisant d'elle la voie maritime la plus meurtrière pour les migrants, selon le Haut-Commissariat de l'ONU aux réfugiés. Ces chiffres devraient interpeller et décourager les nouveaux candidats à l'immigration clandestine. Autre actualité, les organisations non gouvernementales italiennes invitées à investir en Côte d'Ivoire. Les ONG italiennes ont échangé récemment avec l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Italie, Janine Tagliante. Saracino a présenté les différentes opportunités d'affaires en Côte d'Ivoire. On en parle avec Jean-Louis Gbangbo. La Côte d'Ivoire, une terre d'opportunités d'investissement. C'est en substance le message adressé durant 2 jours aux 150 organisations venues prendre part à cette rencontre ivoiro-italienne qui s'est tenue à Rome. La Côte d'Ivoire, par rapport à mes attentes, j'ai vraiment découvert que c'est un pays avec un potentiel énorme. À part le potentiel agricole, la fertilité des terres, l'abondance d'eau, et même la sécurité, un État qui encourage l'investissement, qui donne de l'énergie, qui donne des infrastructures, je pense que le potentiel est vraiment élevé. Initiée par l'ambassade de Côte d'Ivoire en Italie, à l'endroit des ONG italiennes, la rencontre a permis de présenter le cadre normatif pour l'exercice des activités des ONG en Côte d'Ivoire, ainsi que les avantages liés à leur statut. Beaucoup d'ONG italiennes sont présentes en Côte d'Ivoire et nous avons tenu à rapprocher ces ONG italiennes des autorités ivoiriennes qui encadrent les ONG en Côte d'Ivoire de façon que les conditions d'exercice, de présence soient bien identifiées et que les ONG également disent un peu leurs projets par rapport aux années qui viennent. Tous les participants ont eu l'opportunité de se former, de comprendre un peu mieux aussi plusieurs aspects qui nous concernent en tant qu'opérateurs humanitaires. L'occasion a été saisie pour présenter les projets initiés par le ministère de l'Intérieur italien dans la lutte contre l'immigration clandestine. Nous réalisons des projets à travers des ONG et des organisations internationales. Les projets visent à informer les migrants sur les difficultés qu'ils vont rencontrer dans la route. Et en même temps, on va donner des opportunités pour faire des cours de formation professionnelle, d'artisanat et aussi la recherche de l'emploi. La Côte d'Ivoire, avec l'appui des partenaires, a pu élaborer un projet de plan national d'assistance au retour volontaire et à la réintégration. C'est ce plan-là qui nous sert de boussole chaque fois qu'il y a des retournés qui viennent. L'atelier des ONG est à sa 3e édition après celle de 2013 et de 2015. Cette activité fait partie des actions menées par l'ambassade de Côte d'Ivoire en Italie pour créer un cadre formel d'échange sur les questions essentielles aux 2 pays. Un tout autre sujet à présent, comment freiner la violence en milieu scolaire? Le préfet d'Abidjan a échangé récemment avec les parents d'élèves et les enseignants. Vincent Taubirier les a invités à donner davantage de conseils aux enfants pour éviter les dérives constatées ces derniers temps dans les établissements scolaires. Grace Kando.
Bagarre entre élèves, forces de l'ordre et enseignants, objet d'agression de la part des élèves, armes blanches souvent retrouvées dans les cartables, des pratiques que veut proscrire le préfet d'Abidjan à travers cette rencontre de sensibilisation sur le changement de comportement. Les élèves blessent les élèves, ils s'attaquent aux forces de l'ordre et c'est un comportement civique qui peut avoir des répercussions sur la vie de notre nation aujourd'hui et demain. Donc nous avons appelé les parents. L'État joue son rôle régalien d'apporter l'éducation et d'éduquer tous les enfants de notre pays. Mais les familles doivent jouer leur rôle d'encadrer les enfants. Il est inacceptable d'avoir des armes dans leur sac, des objets dangereux qui peuvent porter la mort. Donc on demande aux parents de jouer leur rôle de contrôle de leurs enfants, de conseil de leurs enfants, pour pouvoir aider l'action de l'État. C'est une action combinée qui peut nous permettre de fournir une éducation de qualité. Enseignants et parents d'élèves s'engagent en faveur d'une sensibilisation plus accrue en vue d'un changement de mentalité. Les enseignants, les encadreurs se sentent souvent abandonnés par les parents d'élèves. Lorsque nous sommes pris à partie par les enfants, les parents d'élèves sont presque absents. Et c'est ça qui nous inquiète. C'est pour cela que nous devons réunir encore de nouveau les parents d'élèves et leur dire qu'il est temps qu'ils se réveillent et qu'ils se disent que le péril est à la demeure. Pour mieux éduquer les enfants, il faut d'abord que la communication passe entre les enseignants, les parents d'élèves et ceux qui gèrent l'école. On ne doit pas arrêter de donner des conseils à l'enfant. Ton enfant, tu sais qu'avant 20h, il doit être à la maison. S'il vient à la maison à 1h déjà qui a dépassé 20h, il faut lui poser la question. Tu dois le fouiller même d'abord. Un film retraçant les actes de vandalisme et d'agression perpétrés par les élèves a été projeté au cours de cette rencontre de sensibilisation initiée par le préfet d'Abidjan. Ils ont été nommés le 3 avril dernier. Les 33 sénateurs ivoiriens ont été reçus hier par le président du Sénat. Jeannot Ahoussou-Kouadio les a instruits sur 3 points essentiels, notamment leur rôle, leur mission et le mode de fonctionnement de la Chambre haute du Parlement. Les précisions de Mahama Traoré. Des hommes et des femmes d'expérience au service de la deuxième Chambre du Parlement. Les 33 nouveaux sénateurs ont effectivement pris fonction ce lundi en recevant chacun des mains du président de l'institution, un exemplaire de la Constitution, du règlement du Sénat, une écharpe et des épinglettes. C'est l'expérience que nous allons pouvoir apporter. Nous allons lire les lois de la Côte d'Ivoire et nous allons essayer d'apporter notre modeste contribution. Nous prenons l'engagement qui doit être collectif de mériter cette confiance qui est placée en nous. Mon expérience de la société civile et mon expérience professionnelle, je compte la mettre au service du Sénat. Nous avons pleine conscience de la mission, de la tâche qui nous attend et avec l'aide de Dieu, nous y arriverons. Le ministre chargé des relations avec les institutions est venu faire le constat de l'entrée en fonction des 33 nouveaux sénateurs. Je ne doute pas que ce Sénat, bien que jeune, fera un travail d'adulte au regard de l'expérience que vous lui apporterez. Les 33 nouveaux sénateurs ont été nommés par le président de la République en respect de l'article 87 de la Constitution. Le Sénat affiche désormais complet avec 99 sénateurs. Vos qualités professionnelles, vos expertises variées et votre sens élevé du devoir sont indéniables comme l'attestent vos états de service. Le Sénat s'enrichit de votre nomination, car en chacune et en chacun de vous réside une part de l'intelligence de la nation ivoirienne. Je suis pleinement rassuré et confiant de la présence parmi nous de brillants experts de l'administration, de la diplomatie, de la finance, de la culture, de la presse, de la société civile. Avec un Sénat au complet, Jeannot Kouadio Ahoussou espère la formation prochaine des groupes parlementaires en vue de la mise en place du bureau de l'institution. Il a également informé les nouveaux sénateurs de l'ouverture ce jeudi 11 avril de la session ordinaire 2019 du Sénat. Elle aura lieu à Yamoussoukro en présence du président Alassane Ouattara.
Bientôt, un nouveau texte de loi régissant le métier d'agent d'affaires judiciaires en Côte d'Ivoire. La Chambre nationale des agents d'affaires judiciaires a reçu récemment le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Sanson Kambilé. Les deux parties ont échangé sur ce nouveau texte de loi. Didier Nguessan. Des auxiliaires de justice. Nous avons 4 attributions essentielles qui sont recouvrement, courtage, transaction, administration de biens. Nous avons pour mission d'aider les opérateurs économiques dans leurs activités patrimoniales et dans une certaine mesure extra-patrimoniale. Le métier d'agent d'affaires judiciaire est très peu connu du grand public et son statut reste à définir juridiquement. D'où cette rencontre entre la Chambre nationale des agents d'affaires de Côte d'Ivoire et le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme. Le texte de loi qui régit la profession d'agent d'affaires judiciaire date de 1975. Un texte obsolète qu'il faut mettre à jour. Pour l'élaboration des nouveaux projets de loi, le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Sanson Kambilé, exhorte la prise en compte des attentes des agents d'affaires pour une meilleure organisation de la profession. Il y a nécessité d'organiser votre profession à la hauteur de vos attentes. J'en suis pleinement conscient. Que voulons-nous pour les agents d'affaires? Quels résultats recherchons-nous? Et quels sont les moyens que nous devrions mettre à notre disposition pour atteindre ces objectifs? Très rapidement, il va falloir penser à mettre en place une équipe à l'effet de songer et d'élaborer le nouveau projet de loi des agents d'affaires. La Chambre nationale des agents d'affaires de Côte d'Ivoire compte plus de 600 membres. 331 ont été nommés exceptionnellement au titre de l'année judiciaire 2017-2018. Après 30 ans de service dans l'enseignement, ils font valoir leur droit à la retraite. Ango Yapo et Douakai, 2 professeurs en stomatologie et chirurgie maxillofaciale, ont été célébrés récemment par la communauté scientifique universitaire. Les temps forts de cette cérémonie avec Salima Toudia. En route pour la salle de conférence, les professeurs titulaires Ango Yapo et Adouakai donneront leurs derniers cours magistraux. Après plus de 30 années d'enseignement et de pratique en stomatologie et chirurgie maxillofaciale qui prennent en compte les pathologies infectieuses, tumorales et malformations, ils font valoir le droit à la retraite. Un hommage leur a été rendu par la communauté scientifique universitaire. Ils sont les pionniers dans la prise en charge de certaines pathologies comme le NOMA, la maladie du Burkitt et les grandes interventions de la face. Et les deux en synergie ont conduit cette dynamique-là, pour qu'aujourd'hui l'odontostomatologie soit à la pointe de l'enseignement. Il est de bonne loi, comme on le dit, que nous, les élèves, nous, la communauté scientifique et universitaire, venions leur dire merci. Les ulcérations de la cavité buccale, c'est le dernier thème exposé par ces maîtres. Formés à leur tour par le professeur Jacob Villasco, pionnier de l'odontostomatologie en Côte d'Ivoire, ils espèrent avoir contribué à faire avancer la science et la technologie. J'ai fait des recherches, j'ai mis au point certaines techniques chirurgicales. J'ai, comme on dit, pas forcément inventé, mais j'ai peut-être amélioré certaines techniques. J'espère que l'équipe scientifique que nous laissons maintenant pourra aller plus loin dans cette aventure. Nous avons formé beaucoup d'enseignants, de professeurs agrégés, des maîtres de conférences, comme on dit, des maîtres assistants, des assistants qui vont pouvoir nous remplacer. Et nous avons encore des étudiants qui nous appellent à chaque fois qu'ils ont besoin d'un avis ou bien d'un renseignement. Les prouesses techniques et chirurgicales de ces médecins ont été présentées lors de cette cérémonie d'hommage parrainée par le secrétaire général de la présidence, Patrick Hachi. Dans ce journal également, la 3e édition du Forum africain des femmes leaders. Cette rencontre s'est tenue du 29 au 31 mars dernier à Ouagadougou, au Burkina Faso. Les femmes ont été invitées à se tourner vers un leadership beaucoup plus engagé et qui utilise les nouvelles technologies de la communication. La Côte d'Ivoire était représentée par la coordinatrice du compendium des compétences féminines, Euphrasie Yao. On fait le point avec Alexise Ouedraogo. Autour du thème « Leadership féminin et commerce transfrontalier, alternative digitale »,
Cette édition du FAFEL entendait inciter les femmes à plus d'efficacité en s'appropriant les nouvelles technologies. Au cours de cette rencontre de haut niveau, la ministre a animé un panel inspirel sur le thème « Ces femmes qui font vibrer l'Afrique au son de leur passion ». Si j'ai 3 mots pour vous les femmes en Afrique, le premier mot c'est le travail. Deuxième élément, je vous ai déjà dit, la foi et la confiance en vous. La cérémonie des awards du FAFEL, à l'honneur des femmes leaders brillant par leur leadership, a vu la distinction de la Côte d'Ivoire, 3 prix décernés à des membres du compendium exerçant dans les domaines de la culture, de la mode et de l'éducation. Et en reconnaissance de ses actions pour la valorisation des compétences féminines sur le continent, la ministre a reçu des membres du jury le FAFEL d'or. Yamoussoukro, dans le centre de la Côte d'Ivoire, les femmes à la tête de conseils municipaux ont bénéficié récemment d'une formation. C'est une initiative de ONU Femmes. Objectif, les aider à mener à bien leur mandat. Kader Sogodogo de RTI Bouaké. Les dernières élections municipales tenues en Côte d'Ivoire dans le dernier trimestre 2018 ont vu le vote d'une quinzaine de femmes. Ces femmes mères ont donc pour mission de gérer une commune. Une mission pas forcément aisée. Pour relever le défi, elles ont le soutien de ONU Femmes qui, en collaboration avec plusieurs structures étatiques, renforcent leurs capacités. Vous êtes une interface critique pour nous avec les autres niveaux de gouvernement. Vous avez des rôles essentiels à jouer dans la planification du développement économique au niveau local et souvent pour la prestation de services dans un certain nombre de secteurs sociaux. Sans complexe, guidés par leur volonté de mieux affirmer leur leadership pour le bonheur de leur population, ces femmes mères iront jusqu'au bout. Il n'y a de richesse que d'hommes. Le développement d'un pays repose sur ses ressources humaines. Et donc nous disons, une femme mère bien formée garantit le succès de son mandat. La tutelle, à savoir le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité et leur fêtière, l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, UVICOSI, sont présentes aux côtés de ces femmes. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a décidé que ce séminaire de formation se tienne en faveur des élus femmes pour renforcer leurs capacités. Je voudrais encore une fois vous inviter à plus d'engagement, à plus d'imagination et d'innovation dans vos différentes cités pour relever le défi du rayonnement de la femme. 33% de femmes au cœur des organes de prise de décision. Un vœu cher au président de la République Alassane Ouattara, sur lequel les députés vont se pencher bientôt. Tout est donc fait pour que la femme prenne toute la place qui lui revient dans la société, et cela sans tabou. Eux également ont bénéficié il y a quelques jours d'une formation. Les directeurs régionaux du ministère des Ressources animales et halieutiques ont été instruits sur les objectifs de développement durable. On en parle avec Franck Kouadio. Au niveau des ressources animales et halieutiques, les objectifs pour le développement durable concernent 4 axes majeurs. Ce sont la transhumance, la mise en œuvre des projets d'abattoirs, la durabilité de la pêche et l'encadrement de la pêche artisanale. Des questions qui touchent de toute évidence toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Les directeurs régionaux étant plus proches de nos collectivités locales, il est apparu nécessaire de leur présenter ces priorités pour une meilleure prise en compte dans leur politique régionale. Si cela est fait, la Côte d'Ivoire devrait, dans les années à venir, pérenniser les filières bétail et pêche pour les rentabiliser comme le cacao, mamelle de l'économie nationale. Mais pour éviter les disparités, le ministère du Plan du Développement, initiateur de cette formation, en collaboration avec le système des Nations Unies, veut promouvoir certaines valeurs telles le travail décent, l'égalité des sexes, l'accès équitable à la richesse et à la santé. Le représentant du ministère des Ressources animales, le Dr Diawara Sirima, et Dr Diomandé Labla, chargé de la formation dans le même ministère, ont engagé la pleine implication de leur tutelle pour la réussite des ODD 14 et 17 portant sur la vie aquatique et terrestre. En Algérie, le Parlement se réunit aujourd'hui pour nommer le président par intérim. Il réclame le départ du président Omar El-Béchir. De nombreux manifestants sont sortis de les rues à Khartoum, la capitale du Soudan. Enfin, les Israéliens appelés aux urnes aujourd'hui pour renouveler leur parlement.
Le Parlement algérien s'est réuni ce mardi après la démission de Abdelaziz Bouteflika pour désigner un intérimaire dans la phase de transition. Conformément à la Constitution, le choix a été porté sur Abdelkader Ben Salah. En qualité de chef d'État du pays, il devra gérer la présidence de la République de l'Algérie 90 jours durant. À Khartoum, les Soudanais restés mobilisés depuis le week-end demandent la formation d'un gouvernement de transition. Les manifestants mécontents de la cherté de la vie sollicitent l'implication de l'armée pour des négociations avec le pouvoir d'Omar el-Béchir. 120 députés pour constituer le nouveau Parlement d'Israël. Les Israéliens renouvellent ce mardi leur Parlement. Enjeu du scrutin, le poste de Premier ministre. En cas de victoire de la droite, Benjamin Netanyahou entamera un 5e mandat. Voilà des précisions de Alexis Ouedraogo. Le reste de l'actualité, c'est sur notre site rti.ci. Merci de nous avoir suivis.